Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Une question qui revient souvent, c'est le sparring. Pourquoi, comment et son efficacité. Alors le sparring, on va dire que c'est des oppositions d'entraînement, c'est-à-dire dans notre tête, on a souvent soit le sparring très light à la touche, soit le sparring plein pot avec recherche de KO le plus proche possible du combat. Sous-entendu le plus proche possible du combat. Parce que beaucoup de recherches ont montré, beaucoup d'études ont montré que, notamment en boxe anglaise, les sparring sont plus dangereux, les coups sont plus forts qu'en combat. D'ailleurs, le rythme est souvent différent en combat qu'en sparring. Donc peut-être que le sparring, le plein pot, à 100% de puissance, et sparring dur comme on peut dire, ne ressemble pas vraiment, ne stimule pas, n'est pas la méthode d'entraînement la plus efficace pour progresser. Les différents critères, les différentes utilisations du sparring pour progresser. Donc d'abord, on apprend techniquement à l'arrêt, dans le vide, puis à l'arrêt contre un partenaire, avec un partenaire, puis en mouvement avec un partenaire qui ne résiste pas, puis en mouvement avec un partenaire qui résiste un petit peu, les différentes techniques des arts martiaux. Ça peut être en travail debout, en lutte et au sol. Et ensuite, la mise en situation en sparring. On peut jouer sur la vitesse, sur les armes qu'on peut utiliser et sur la puissance des coups utilisés. C'est à peu près les trois facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer. On peut utiliser des limitations, etc. Faire des sparring qu'on appelle à déficit, donner des avantages à l'adversaire, etc. Mais en tout cas, je pense que pour toujours progresser, il faut revenir sur ces différentes formes de sparring. Il n'y a pas que la puissance. Je pense que plus le sparring, plus on autorise des choses, plus le sparring doit être, moins il doit être appuyé. Je pense qu'entre 60 et 70% de puissance de frappe, et par contre 100% de vitesse, c'est le point, comme on dit, le sweet spot, le point de progression idéal pour la plupart des combattants. Et ensuite, de temps en temps, en utilisant moins d'armes, peut-être juste le bras avant fort et les autres armes plus doucement, pouvoir apprendre à gérer la pression, mettre un peu plus d'impact sur des temps peut-être plus courts de 1 minute avec des plus gros gants. En tout cas, on doit toujours stimuler les facteurs, comme je le dis souvent, qui vont créer la performance lors d'un combat. Sont la lecture des zones des lignes de frappe, donc la vision, la vista, le fait de déterminer le plus rapidement, d'identifier le plus rapidement les attaques ou les faiblesses d'un adversaire pendant le combat, d'évaluer la distance, ça des fois c'est une qualité innée, la précision et ensuite toutes les caractéristiques physiques de puissance, cardio, vitesse, etc. Mais surtout l'intelligence de combat. Pour les facteurs physiques, on a des méthodes qui sont précises. On a beaucoup de retours dessus. On sait rendre un combattant... on peut s'assurer qu'un combattant va avoir du cardio pour le combat, augmenter sa puissance, etc. Par contre, augmenter sa gestion de la distance, son timing et son coup d'œil qui sont vraiment les facteurs et son intelligence de combat, sa faculté de répondre aux problématiques rapidement, de manière efficace et peut-être de rebondir sur une erreur pour s'adapter. Donc le QI de combat, le fighting IQ, sont des qualités un peu, on peut dire cognitives, qui sont difficiles à travailler ou qu'on travaille de manière indirecte. Donc en gros, on va faire des pattes d'ours, un peu de drill et ensuite on fait du sparring. Donc créer différents types de sparring avec des vitesses différentes, plus lent, ou plus rapide, mais qu'avec certaines armes, en autorisant que certains coups, mettre de la puissance que sur certaines frappes qu'à un certain moment de la préparation, faire une sorte de périodisation, comme ça, vont éviter que le combattant n'ait que le même stimuli tout le temps et donc il progresse que sur une seule zone, et surtout éviter aussi qu'il ne s'use parce que le corps s'abîme avec les impacts, que ce soit en lutte, que ce soit au sol, aussi les inflammations dues peut-être aux soumissions, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est donner, il faut créer des méthodes d'entraînement qui vont être juste la quantité juste pour progresser, mais pas trop pour entraîner une certaine destruction du corps due à l'intensité des entraînements. Vous pouvez voir dans les salles de pied-point ou de boxe,
Les meilleurs combattants, souvent, ils prennent des gens un peu en dessous d'eux pour stimuler leur progression. On peut voir ça avec Floyd Mayweather et plein d'autres combattants. Ils leur demandent même des fois de jouer un rôle. Donc, comme ça, ils arrivent à savoir, ils choisissent même le nombre de rounds, le temps de récupération. Donc, tout en étant inconfortable, puisque l'adversaire va leur proposer une opposition qui va peut-être mimer l'adversaire qu'ils vont rencontrer, ils choisissent, en fonction de leur état de forme, les difficultés qu'ils veulent avoir. Donc, sur la vitesse, le rythme du combat, sur l'intensité des coups, sur le nombre de frappes, l'imprévisibilité. Par exemple, si j'autorise que le bras avant ou que le bras arrière, ou que certaines clés, ou que certains passages, ou que certaines distances. Enfin, tous ces critères-là, il ne faut pas jouer que sur 2 types de sparring. Il faut vraiment utiliser toutes ces modalités pour créer de la progression. Et je vais même dire que avec les combattants avancés, ceux qui ont déjà pris pas mal de coups, etc., on a vu pas mal de combattants arrêter de faire du sparring et performer pendant un moment et ensuite redescendre. On a vu aussi l'inverse, des combattants qui faisaient trop de sparring et un jour ne plus avoir de résistance à la frappe et ne plus progresser. Donc il faut utiliser toutes ces versions, comme dans un jeu vidéo où on va utiliser tous ces ateliers en fonction de l'objectif escompté. Des études en boxe anglaise sur l'équipe des États-Unis, du Canada, etc. ont montré que la qualité la plus importante chez un striker je me répète, mais c'est vraiment important, c'est la maîtrise de la distance, la perception de la distance, la gestion de la distance, le timing, donc à quel moment je pars, à quel moment je vois l'attaque, à quel moment je prends la bonne décision, ma vitesse de prise de décision et de résolution de problèmes, et aussi mon placement dans la cage, le placement en fonction de la zone de combat. C'est-à-dire, encore contre les cordes, c'est un petit peu différent, mais en tout cas dans la cage, si on se met proche de la cage, si à chaque fois qu'on boxe l'adversaire et que c'est un lutteur ou quelqu'un qui nous met la pression, on se met toujours dos à la cage, on se tire une balle dans le pied, on est moins avantagé. Donc il y a aussi une position stratégique, une notion d'espace dans la cage. Tous ces facteurs qui sont plus cognitifs que techniques sont stimulés par différents modes de sparring, donc d'opposition graduelle. Et chaque opposition, il ne faut pas qu'on vous mette dans la tête que seul le sparring dur va vous faire progresser. Effectivement, le sparring dur, mais pas forcément dur sur la puissance. Ça, il faut le faire que très rarement de temps en temps avec un partenaire que vous connaissez, qui ne va pas vous blesser. Mais sinon, la plupart du temps, il faut faire des sparring durs, mais en prise de décision, en problématique à résoudre, en rythme peut-être, en gestion de l'espace de combat, un gars qui fait que fuir, ou un combattant qui va vous mettre beaucoup de volume, ou plein d'actions complètement improvisées et difficiles à anticiper. Enfin, jouer sur tous les types de sparring qu'on peut avoir pour créer les progressions que nous souhaitons obtenir chez le combattant. Et pas seulement la puissance de frappe. Je pense même que c'est quelque chose qui doit arriver très très ponctuellement dans la préparation d'un combattant. Voilà, donc c'était quelques indications pour utiliser les différents types de sparring, pas se réduire à un seul, pour toujours créer de la progression, créer de l'apprentissage, vous stimuler, garder du plaisir, qui pour moi est un des points les plus importants dans la pratique et qui va forcément être synonyme d'amélioration. Et j'espère que ça va vous aider donc à vous améliorer. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les différents types de sparring que vous utilisez, sur votre progression en utilisant ces différents types de sparring. Filmez-vous, auto-évaluez-vous, ayez une pratique non pas habituelle, mais une pratique intentionnelle. Ne soyez pas le sac de frappe des gens, soyez un pratiquant qui va utiliser ses partenaires d'entraînement, les aider à progresser, mais utiliser comme du matériel de progression. Et utiliser le MMA, c'est pas que un mélange d'arts martiaux, c'est aussi sélectionner les meilleures méthodes pour pouvoir progresser. C'est aussi ça. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il va vous aider dans votre pratique. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez et dans un prochain podcast, je répondrai à vos questions. C'était Ronin Knowledge, je vous remercie de votre soutien. Os.